Alors, pour la correction de l'interro numéro 11, donc de mardi matin ou mardi après-midi pour ceux qui ne pouvaient pas mardi matin, ça n'a pas d'importance. Vous allez me servir de cobaye puisque c'est un sujet que j'ai préparé pour les oraux DCCINP pour les PC, donc en 2021, si tout va bien. Alors, on s'intéresse à un diffuseur d'huile essentielle, donc c'est un diffuseur de forme cylindrique, de hauteur H, de rayon extérieur R2 et de rayon intérieur R1. Donc pour le cylindre de rayon R1 et de hauteur H qui est creux, donc on le remplit donc avec de l'eau liquide dans lequel on met quelques gouttes d'huile essentielle. J'appelle molécule A les molécules d'huile essentielle. Et entre R1 et R2, on a donc une paroi poreuse. Donc uniquement l'huile essentielle va pouvoir diffuser à travers cette paroi et ensuite donc sortir par la paroi externe, être entraîné par la convection naturelle dans l'air ambiant, hein, qui est dans votre maison, et ces molécules d'huile essentielle vont pouvoir ensuite se déplacer et donc assainir l'air. Enfin bon, on y croit, on n'y croit pas, en tout cas, donner une odeur agréable. Voilà l'objectif du diffuseur d'huile essentielle. Alors, on va considérer que H est très grand, bien sûr, devant R2, donc on est en situation radiale cylindrique. On aura donc une explosion de molécules d'huile essentielle à travers la paroi poreuse. J'ai dessiné quelques vecteurs JN, donc quelques vecteurs densité de flux de molécules A. On dit qu'à une date T quelconque, on aura N1 de T, la densité particulière uniforme dans tout le réservoir. Et on aura N2 égale 0 pour la densité particulière en molécule A, donc en R égale R2, puisque la convection naturelle entraîne les molécules de l'essentiel à l'extérieur donc du diffuseur une fois qu'elles sortent de la paroi poreuse. On aura donc le vecteur Jn qui sera de la forme Jn RTUR. Je mets quand même le temps puisqu'on sera en situation quasi stationnaire et pas strictement stationnaire ici. Et pour la densité particulière en molécule A dans la paroi poreuse, on l'appellera petit n RT. Alors la première question, justement, on vous demande de vérifier si on peut se placer dans la situation quasi stationnaire. Bon, heureusement, parce que sinon on ne peut pas faire grand-chose, comme vous le savez, à part des évaluations un peu grossières. Donc là, il n'est pas nécessaire de redémontrer l'équation de diffusion dans le cas général, hein. Cette relation est une relation du cours, vous pouvez utiliser directement. On a donc le temps caractéristique de diffusion qui vaut la distance caractéristique de diffusion au carré sur grand D, le coefficient de diffusion, bien sûr, dans la paroi poreuse. Donc ce qu'on veut, c'est évaluer le temps moyen, si vous voulez, que vont mettre les molécules A pour traverser la paroi poreuse par diffusion, puisqu'il n'y a que de la diffusion dans la paroi poreuse. Donc je prendrai pour delta diff R2 moins R1, l'épaisseur de la paroi. On m'a donné le coefficient grand D, j'en déduis donc un taux diff de 400 secondes. Bien sûr, c'est une évaluation, ça veut dire qu'elles vont mettre environ 6,7 minutes, peut-être entre 6 et 7 minutes si vous voulez. Donc ça me donne quand même une idée. Or, le fabricant, il indique qu'il faut remplir le réservoir, enfin, en tout cas rajouter des gouttes d'huile essentielle tous les 6 heures. Donc le temps caractéristique de variation de la densité en huile essentielle N1 de T, là, sur la paroi en R1, c'est certainement de l'ordre de quelques heures, au moins 6 heures. Donc on voit bien que taux diff c'est très petit, hein, c'est à peu près 10 fois plus petit que delta t, même plus que ça, pardon, parce qu'une heure c'est 60 minutes. Donc en tout cas, taux diff c'est très petit devant delta t, donc l'hypothèse de la RQS est parfaitement valide ici. Ça veut dire que concrètement, quand on va faire le bilan en molécule A dans la coquille cylindrique d'épaisseur des taux, eh bien on va pouvoir considérer que quand on fait le bilan entre T et T plus dt, bon bah N1 de T a quasiment pas le temps de varier, puisque entre T et T plus dt, là on est à l'échelle de taux diff, alors que pour N1 de T, il faudrait être à une échelle beaucoup plus longue pour voir une variation de N1. Le voilà, le bilan en molécule A dans la coquille cylindrique de rayon petit r d'épaisseur dr entre T et T plus dt dans la RQS. On va donc considérer que le nombre de molécules A dans le volume d'étoile à T plus dt, moins le nombre de molécules A dans le volume d'étoile à dt, bah, c'est quasiment la même chose. Pourquoi? Je répète, hein, puisque entre dt, le petit dt ici, il est à l'échelle du taux diff, hein, donc on peut considérer qu'il n'y a quasiment pas eu de variation de N1. Donc égale 0. Alors il y a celles qui rentrent par la face interne de rayon R, donc Jn en R fois 2 pi R h dt, et il y a celles qui sortent par la face externe de rayon R plus dr. Et il n'y a pas de terme source ici dans la paroi poreuse. Le développement limité à l'ordre 1 de la fonction RJN me donne que d sur dr de RJN égale 0. Donc mathématiquement, JNRT va être de la forme A sur R, avec A certainement une fonction du temps, hein, que je ne vais pas préciser ici.
Or, on est en diffusion pure dans la paroi poreuse, donc on peut appliquer la loi de Fick, Jn égale moins d gradient de n. En cylindrique, ça fait Jn égale moins d dn sur dr. Donc, mathématiquement, n va être de la forme alpha ln de r plus bêta. Alpha dépendra du temps, bêta dépendra du temps certainement. Donc pour trouver alpha et bêta, on a les conditions limites. On sait que la densité particulière en petit r égale R1 va être égale à N1 de T, puisqu'on est au contact avec le réservoir où la densité particulière vaut N1. Et en petit r égale R2 à la date T, eh bien, on a 0, puisqu'on considère qu'il y a disparition, effectivement, de ces molécules A par convection naturelle dans l'air. On a donc deux équations à deux inconnus, on en déduit alpha de T, qui dépend bien du temps parce qu'il y a N1 de T, et bêta de T, qui dépend bien du temps. On peut donc rassembler ça sous cette forme-là. Donc la densité particulière en mètre-3, le nombre de molécules A par mètre cube dans la paroi poreuse à la distance petit r comprise entre R1 et R2 à la date T, c'est N1 de T, Ln de R sur R2 sur Ln de R1 sur R2. Alors on peut vérifier évidemment que c'est positif. R1 c'est plus petit que R2, mais R c'est plus petit que R2. Donc négatif sur négatif, c'est toujours positif. C'est cohérent. Et ça va bien dépendre du temps. On vous demande d'en déduire ensuite le flux de particules, le débit de particules, le nombre de particules par seconde qui effectivement sortent du diffuseur. Or, on sait que ce flux de particules, il est continu, il y a continuité du flux à travers toutes les interfaces. Donc le flux de particules qui sort de R égale R2, du diffuseur en R égale R2, normalement c'est le même quel que soit R compris entre R1 et R2, puisqu'il y a continuité de ce flux de particules. C'est comme pour le flux thermique en thermique. Donc ce flux de particules, c'est le flux de Jn sur une surface S, mais je peux prendre n'importe quelle surface S. Donc je prends un cylindre de hauteur h, d'axe Z, de rayon petit r, quelconque entre R1 et R2. Et normalement, je dois trouver quelque chose, évidemment, qui ne dépend pas de petit r. Alors le vecteur Jn, le vecteur ds sont collinaires dans le même sens. Jn ne dépend que de R, donc peut sortir de l'intégrale. Il est donc constant sur cette surface, sur cette paroi latérale cylindrique de rayon petit r, et ça fait donc Jn fois 2πrh. Jn, c'est moins grand d dn sur dr. Donc vous pouvez en déduire que dn sur dr, c'est donc alpha sur r, remplacer alpha par son expression. Et en effet, les petits r se simplifient. Bon, on s'y attendait. Donc j'ai bien un flux de particules, le nombre de particules par seconde, en seconde moins 1, qui est parfaitement indépendant de petit r. Donc je trouve la même chose, quel que soit petit r compris entre R1 et R2. Le flux de particules qui rentre dans la paroi poreuse en R égale R1, qui sort de la paroi poreuse en R égale R2, c'est exactement le même, quel que soit petit r. Continuité du flux de particules, évidemment. Et ça dépend bien du temps, puisque N1 dépend du temps. On va donc pouvoir essayer d'en déduire l'évolution temporelle de N1 de T. Pour cela, on va faire un bilan de molécules dans le réservoir, donc tout le réservoir, entre T et T plus dt. Sauf que là, dt, c'est pas à l'échelle de taux diff. Ici, le dt, il est à l'échelle, effectivement, du temps caractéristique de variation de N1. Donc là, on n'est pas dans la RQS. Puisque là, évidemment, pour N1 de T, on compare pas, enfin, le temps caractéristique de variation de N1 en fonction du temps, on ne le compare pas à autre chose. Donc évidemment, si on se plaçait dans la RQS ici, on prendrait 0, et à ce moment-là, on aurait phi n égale 0, ce serait complètement incohérent. Donc là, on ne peut pas négliger, bien sûr, les variations temporelles de N1. C'est l'objectif, c'est le but. Donc le nombre de molécules A dans le réservoir à T plus dt, c'est le volume, pi R1 carré H fois la densité particulière N1. T plus dt moins T, on fera le développement unitaire droit. Moins phi n dt, pourquoi? Il y a simplement des particules qui sortent. Il n'y a pas de terme source, il n'y a pas de particules qui rentrent. Donc moins psi n dt, et psi n, j'ai pris bien sûr l'expression qui est ici. Après le développement limité à l'ordre 1 de n1 de t, on obtient une équation différentielle du premier ordre, évidemment, qui est bien stable, avec un temps caractéristique tau, qui vaut R1 carré, ln de R2 sur R1 sur 2 grand D, qui est bien en seconde. Donc N1 de T égale N1 à T égale 0 exponentielle moins T sur tau. Donc en effet, le nombre de molécules dans le réservoir va décroître exponentiellement avec un temps caractéristique tau. Dans la dernière question, on va calculer numériquement tau. On trouve 4703 secondes, environ 1,31 heures. Donc tau est bien beaucoup plus grand que le tau diff qui valait quelques minutes. C'est le temps caractéristique delta t de variation de N1, en effet. Donc la RQS était bien valable, on s'en doutait. Et le fabricant qui nous dit de remettre des gouttes d'huile essentielle toutes les 6 heures. Alors pourquoi? Parce que effectivement, c'est au bout de 5 taux. Au bout de 5 taux, on aura N1 à la date TF. Au bout de 5 taux, on aura N1 sur N1 égale 0 qui vaut 6,7 10-3. Donc ça veut dire qu'il ne restera que 0,67% des molécules d'huile essentielle qu'il y avait au début. Donc c'est toujours l'ordre de grandeur qu'on donne, quelques taux. Donc au bout de 5 taux, on a 6,5 heures, c'est bien l'indication du fabricant.
Donc le fabricant, il conseille de remettre des gouttes d'huile essentielle lorsque on a moins de 1% de, de nombre de molécules d'huile essentielle qu'on avait mis au départ. Ça paraît assez cohérent, effectivement. Alors pourquoi 1% et pas 0,1%? Bon, ça, c'est le fabricant qui décide. Et donc, bah, tout ça est bien cohérent avec l'hypothèse de la RQS. Donc voilà pour cet exercice qui, comme vous l'avez compris, fera l'objet d'un vrai exercice d'oral à présenter en 20 minutes sur entre 12 et 14 points. Alors pour les PC, mais aussi pour les PSI, puisque c'est le même programme que les PC. Donc ça vous donne une idée de ce qu'on peut vous demander exactement sur l'oral de CCINP, donc qui est commun à l'oral de l'air, hein, pour ceux que ça intéresse. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions par mail pour ceux qui ne peuvent pas attendre jeudi après-midi ou vendredi, hein, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème si vous n'avez pas tout saisi.